Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à l'IA en entreprise. Comment comprendre, encadrer et déployer l'IA au service de la décision et de la performance, que j'ai le plaisir de vous proposer avec les experts Romain Rapalini. Bonjour Romain, et Pierre Casta de FreePro. Alors moi je suis Christophe Tourneur, je travaille pour l'IRCE qui est l'Institut régional des chefs d'entreprise. L'IRCE, en deux mots, c'est une association qui est basée dans le sud-est, à Aix-en-Provence, et qui a une mission régionale. Mais aussi, parfois, on travaille avec des entreprises de toute la France. Notre mission, en gros, c'est d'accompagner les entreprises plutôt dans leur stratégie de développement business, au sens large, comment préparer une levée de fonds, comment résoudre une problématique managériale, comment entamer une démarche RSE, par exemple. Et de temps en temps, on fait des focus sur des sujets un peu plus techniques et opérationnels. Et aujourd'hui, l'IA, c'est devenu un sujet majeur, voire même central dans certains secteurs d'activité, où on a même des métiers qui sont challengés. Mais en tout cas, si ce n'est central, au moins majeur, c'est devenu un levier de développement très, très puissant. Et jusque-là, jusqu'à il y a encore quelques mois, un an, on était beaucoup dans la sensibilisation au sujet. Mais aujourd'hui, on essaie de rentrer un peu plus dans le dur parce que voilà, la sensibilisation, on a fait le tour. On sait ce que c'est que ChatGPT en gros, on sait ce que c'est qu'un prompt. Ça paraît évident comme ça, mais il y a 2 ans, c'était pas forcément évident. Tout le monde ne savait pas ce qu'était un prompt. Et donc là, on essaie de rentrer de plus en plus dans le concret et les applications concrètes et opérationnelles de l'IA. Et pour ça, on s'appuie sur des experts. Alors FreePro est partenaire de l'IRCE depuis déjà quelques années. De nombreux sujets d'expertise qu'ils portent, et pas seulement sur les réseaux et la téléphonie. On a déjà proposé des webinaires ou des ateliers sur, par exemple, la cybersécurité, sur l'impact RSE du numérique. Et aujourd'hui, donc, Romain et Pierrick vont nous parler des applications concrètes de l'IA en entreprise. Donc, on va être ensemble pour à peu près 45 minutes de présentation. Et à l'issue de cette présentation, vous pourrez nous poser vos questions en fait dans le chat qui est à droite de votre écran. Donc moi, je vais les laisser présenter, prendre la scène, et puis je reviendrai avec vous pour la session de questions-réponses. Juste avant de vous passer la main à Romain et Pierrick, un petit mot technique, organisationnel pour tout le monde. Ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez un lien de replay. Si jamais vous vous n'entendez pas bien, vous ne voyez pas bien, vous pouvez contacter, on a l'assistant Webikio qui est là pour vous répondre dans le chat aussi. Et puis, à l'issue, si vous souhaitez recevoir le support de présentation, vous pourrez envoyer un petit mail à Pierrick ou Romain qui vous laisseront leur mail dans le chat. Voilà, Pierrick, Romain, je vous laisse présenter le sujet, et puis je vous rejoins tout à l'heure. Super, merci Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Romain et moi, on travaille ensemble dans la même équipe côté FreePro qui s'appelle le pôle IA. Alors, on va passer dans cette présentation, je vais avoir quelques slides de remise en contexte un petit peu sur la partie groupe, on va dire organisationnelle de FreePro. Et ensuite, on va essayer de rentrer un peu plus dans des définitions autour de l'IA. Qu'est-ce qu'on entend par modèle, un petit peu comment ça se construit, comment ça s'utilise, et une deuxième partie concernant plutôt comment ça se déploie en entreprise. Voilà, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut utiliser, quelles en sont les limites et les aspects RSE, voilà, sur la dernière partie, la deuxième grande partie que présentera Romain. Donc voilà, n'hésitez pas pour les questions, je pense que vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le chat, et on fera pendant les 15-20 dernières minutes de la session, on prendra certaines de ces questions pour y répondre. Donc n'hésitez pas à les mettre au moment où elles vous viennent. Donc FreePro, on fait partie du groupe Iliad. Free, la marque, vous la connaissez. Nous, on fait partie de ce groupe Iliad, que vous devez déjà bien connaître, qui représente un opérateur télécom majeur en France et évidemment en Europe, qui dispose de multiples filiales. Parmi elles, évidemment, FreePro, donc on est la branche B2B de Free.
et on s'appuie sur d'autres filiales du groupe qui s'appellent Opcore, et notamment pour la partie data center. On a nos propres data centers partout en France et en Europe. On a Scaleway aussi, que vous avez certainement déjà dû croiser dans vos périples autour de l'IA, puisque c'est aujourd'hui la filiale qui porte la puissance de calcul chez nous. On a la chance de pouvoir disposer d'une infrastructure avec des GPU de dernière génération et des services autour de l'IA qui sont principalement portés par cette branche-là. Et nous, FreePro, là-dedans, on vient consommer cette couche, on va dire, basse fournie par Scaleway pour construire des services à plus forte valeur ajoutée par-dessus. Christophe, vous parliez tout à l'heure de la partie cybersécurité. Chez FreePro, on a une filiale qui s'appelle iTrust, effectivement, avec qui on travaille pour pouvoir doter nos produits on va dire, de sécurisation avancée au travers de l'expertise dont on bénéficie via iTrust, cette compagnie qui fait partie maintenant de notre entreprise depuis quelques années. Donc, on va voir un petit peu comment tout ça s'articule autour de l'IA. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on est légitime à vous parler d'IA aujourd'hui? On a la chance chez FreePro d'avoir depuis maintenant 3 ans un lab qui a été monté principalement grâce à des fonds publics qui ont été remportés dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt qu'a remporté FreePro autour de la 5G, de l'edge computing et de l'IA. L'enjeu, c'est pour un opérateur télécom tel que FreePro de pouvoir innover autour de ces services sur des sujets qui sont aujourd'hui important pour les entreprises. Dans ce cadre-là, on a pu monter une cellule qui travaille avec Petit souci technique, Pierre qui arrive. On a perdu Pierrick. Hop, on a quitté du truc. C'est bon, je suis de retour. Donc du coup, il faut que je vous renvoie, je pense, la présentation, sinon vous ne voyez plus le support. Oui. Yes, c'est bon, je pense que tout le monde voit tout. Tu me confirmes, Romain? Ça a disparu, ça s'affiche, ça clignote, c'est bon. Allez, nickel. Hop, donc je vous disais, on a un lab. Et dans ce lab, du coup, on a des chercheurs et des ingénieurs qui travaillent sur des sujets autour de l'IA, de l'edge computing et de la 5G. On essaye de mélanger tout ça et de créer des produits autour de ces trucs-là. Un exemple, c'est on travaille sur des réseaux 5G privés que les entreprises pourraient déployer à l'échelle, par exemple, d'un entrepôt pour pouvoir brancher tout un tas de faire de l'IoT, d'avoir tout un tas de machines qui pourraient communiquer entre elles dans le cadre d'un réseau privé sur une base du coup de 5G et non plus de Wi-Fi, ce qu'on a aujourd'hui principalement, pour améliorer la latence, augmenter la bande passante et faire en sorte, et la sécurité surtout, et faire en sorte que ce réseau 5G puisse être optimisé par principalement de l'IA, faire en sorte de pouvoir déterminer comment le paramétrage des différents composants de ce réseau peuvent être déterminés et optimisés au travers de modèles qui sont sachants sur le sujet. Voilà, donc c'est un peu ce qui sous-tend nos activités principalement sur cette partie lab. Et bien sûr, l'IA générative qui est venue, il y a une grosse hype qui est, comme vous avez pu la constater il y a quelques années, qui nous a fait nous pencher sur ces sujets-là, on va dire de façon assez active, puisqu'aujourd'hui, ça représente quand même une bonne partie de nos activités et de nos travaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez FreePro autour de l'IA? Eh bien, principalement, on cherche à voir comment ça se déploie en entreprise. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut bénéficier de cette techno-là pour pouvoir améliorer nos processus et notre efficacité globalement. C'est ce qu'on va essayer de présenter un petit peu aujourd'hui. Donc, pour remettre un petit peu les concepts de base, je ne prétends pas être un expert dans tout ce qui est historique, etc. Donc, je vais juste vous représenter un petit peu. J'espère que vous ayez
que vous ayez un petit peu des messages ou des concepts à peu près clairs, vous en tant que dirigeant d'entreprise ou aspirant à l'être ou étant salarié, qu'on soit aligné un petit peu sur les concepts de base. Donc, origine et transformation de l'IA. L'IA, ça fait très longtemps qu'on en parle, en vrai, alors qu'on en parle dans le grand public, ça fait pas si longtemps, mais que ça existe et que le concept d'intelligence artificielle a été, on va dire, a été exposé au grand public, ça fait voilà, plus de 70 ans maintenant. Initialement, l'ambition, c'était de faire en sorte que la machine réfléchisse comme un humain. Et donc, on a essayé différentes pratiques pour pouvoir y arriver. Donc, on a une approche très programmatique au départ, avec voilà, jusqu'au début des années 2000. Vous avez, on a tous connu, on sait que dans le cadre de cette intelligence, qu'on veut donner à la machine, le langage fait partie des, on va dire, des bases cognitives principales de l'humain. Et donc, on s'est dit, le langage, c'est un super terrain de jeu pour la machine, pour essayer d'aller faire comme l'humain. Et donc, on a tous connu des chatbots qui étaient très déceptifs, qui ne comprenaient rien à ce qu'on disait, mais qui, globalement, tentaient d'arriver à quelque chose. Donc, c'est un peu la fin de l'approche programmatique qu'on a connue. La science a évolué et la science a fait monter un petit peu l'adoption de la partie IA, notamment lorsque les modèles d'apprentissage machine, ce qu'on appelle du machine learning, ont vu le jour. Ces modèles-là, en fait, ce qu'ils ont permis de faire, c'est de commencer à permettre aux algorithmes finalement d'avoir une capacité de prédire sur la base des données qu'ils ont vues par le passé. D'accord ? Et ça a permis de nouveaux champs d'application qui se sont améliorés au fil du temps pour arriver sur finalement ce qu'on connaît aujourd'hui, l'IA générative, c'est-à-dire des modèles avec des architectures particulières qui sont capables de pouvoir générer sur des données qu'ils n'ont jamais vues. Donc, si on représente la même chose un petit peu différemment, on peut dire que dans l'intelligence artificielle, il y a globalement tout un tas de pratiques. Le machine learning est un sous-ensemble de cette partie-là. Et ce machine learning a tiré ce qu'on appelle l'IA décisionnelle. Donc, dans l'IA décisionnelle, ce sont tous ces modèles d'apprentissage qui nous permettent de faire de la détection de fraude, de faire de la prédiction de tendance, de l'imagerie médicale, etc. Des choses qui nous permettent de laisser la machine tirer des conclusions, en tout cas tirer des prédictions sur la base d'une approche statistique, donc avec, on va dire, un niveau de confiance assez bon, qui nous permettent d'automatiser tout un tas de choses. Une sous-famille de ce machine learning, c'est le deep learning, donc avec des architectures d'algorithmes différents. Et c'est ce qui c'est avec des architectures qui ont permis de créer la base aujourd'hui des modèles de langage, parce que ces architectures sont beaucoup moins explicables que la partie des modèles, on va dire, classiques, mais ils permettent de faire finalement des choses un petit peu magiques avec les éléments qu'ils manipulent, de sorte à ce que, in fine, les prédictions qu'ils réalisent soient vraiment, en tout cas pour le langage, pour l'image, etc., soient de plus en plus parlantes pour nous. Globalement, la vocation de ces modèles, c'est de pouvoir généraliser les prédictions à partir de cas jamais vus à l'entraînement. Du coup, si on repart sur ces définitions, qu'est-ce que c'est finalement l'IA ? L'IA, ce sont des modèles. Et qu'est-ce que c'est un modèle ? Un modèle, c'est un algorithme. D'accord ? Il n'y a pas de magie, ça reste un algorithme, c'est du code. C'est du code qui, on va dire, retranscrit des concepts mathématiques. Donc, c'est du code qui est traduit sur la base de la science des données, d'accord ? Et qui traduit des concepts mathématiques et principalement statistiques dans le but de réaliser des prédictions, d'accord ? C'est-à-dire que cet algorithme, il prend une entrée, il donne une sortie. Cette sortie, c'est la prédiction par rapport à l'entrée, un peu comme f de x égale y. Pour faire très simple, c'est un peu l'idée. Donc, l'IA, les modèles d'IA, ce sont uniquement des algorithmes et des maths. Cet algorithme, le concept qu'on entend très souvent, c'est donc la machine apprend. Et ce que la machine apprend, on passe par une phase d'entraînement. Qu'est-ce que c'est cette phase d'entraînement ? Entraîner un modèle, c'est globalement, il faut imaginer que j'aime bien l'image là du studio d'enregistrement, du mixeur, où vous avez une tonne de potentiomètres et de boutons à droite à gauche, et on imagine que l'opérateur, son travail à lui, c'est de pouvoir
trouver le bon réglage de chacun de ces potentiomètres pour faire en sorte que le son, in fine qu'il est en train d'enregistrer, soit optimal. Mais entraîner un modèle, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des processus algorithmiques qui vont permettre d'adapter des paramètres du modèle. Vous vous rappelez, f de x égale ax plus b, a et b, dans cet exemple-là, ce sont des paramètres. Il fallait trouver, quand on était en terminale, les valeurs de a et de b pour que ça matche avec je ne sais quelle problématique. Et là, l'idée, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au modèle, on va lui montrer une entrée, on va lui montrer une sortie qui est attendue, et on va faire en sorte qu'on trouve le A et le B qui vont bien pour que le modèle il trouve la bonne sortie. Je fais ça très schématiquement, mais l'idée est là. Et sauf que les A et B dans un modèle, il y en a des centaines de milliards, voire même des milliers de milliards parfois. Donc, le processus d'entraînement du modèle, c'est faire en sorte qu'il puisse adapter tous ces paramètres-là pour faire en sorte qu'il prédise ce que l'on a envie qu'il prédise. D'accord ? Comment ça se passe pour un modèle de langage? Les processus, alors avant même de... Oui, c'est ça, tac, c'est bon. Donc, entraîner un LLM, donc un LLM pour tout le monde, c'est les modèles de langage d'IA générative, d'accord? Donc, si vous vous rappelez la couche, là, les ensembles, on avait l'IA, on avait la machine learning, on avait le deep learning. Et dans le deep learning, il y a différents types de modèles. Pour les LLM, c'est une architecture un petit peu particulière. Et donc, pour entraîner ces modèles-là, ceux qu'on utilise, qui sont derrière les GPT, Gemini, consorts, globalement, comment on part? On part de notre algorithme qui est brut, grosso modo, c'est-à-dire avec des valeurs de paramètres qui sont à peu près définies plus ou moins au hasard. Et on va passer ce modèle-là par des phases d'entraînement. Donc, ce que je vous expliquais, on va lui montrer tout un tas de données. Au fur et à mesure, on va affiner ce qu'on veut lui donner pour qu'on arrive à un modèle entraîné. Donc, 4 grandes phases aujourd'hui connues. On va dire ce qu'il y a le pré-training, où globalement, tout Internet passe dans cette phase-là, toutes les données d'Internet. Après, on a une phase de fine-tuning supervisé, où là, on se base sur des datasets, donc des jeux de données qui ont été annotés par des humains. Donc, il y a une grosse partie, finalement, de cette construction de données qui est réalisée par des humains, et donc dont on sait que ce n'est pas forcément réalisé dans de très bonnes conditions. Donc, c'est un des sujets. Ensuite, pareil pour le fine-tuning par les préférences. Donc, du coup, il y a on a des jeux de données qui permettent de pouvoir dire, tiens, cette réponse-là est mieux que celle-là, pour X ou Y raison. Et donc, on va teinter le comportement du modèle pour pouvoir aller plutôt vers ce qu'on préfère, plutôt que ce qu'on ne préfère pas. Et enfin, le fine-tuning par le raisonnement, qui permet aujourd'hui de donner une sensibilité au modèle sur ce... Donc, le raisonnement, je pense que vous en avez tous entendu parler, les modèles qui raisonnent. On veut donner de plus en plus au modèle une capacité de pouvoir gérer la causalité. Donc, en gros, faire en sorte que si A, alors B, par exemple, c'est quelque chose qui, pour nous paraît évident, mais pour les modèles, ça ne l'est pas forcément, ça ne l'est pas du tout. Un LLM, jusqu'à il y a très peu de temps, ne savait pas compter le nombre de R, par exemple, dans un mot. Donc, ces sujets-là, c'est inhérent à la structure des modèles, mais pour autant, on a besoin de les faire évoluer. Donc, cette phase de raisonnement est aujourd'hui clé dans les modèles qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir se projeter sur des applications utiles en entreprise. On verra un petit peu après. Donc là, on a vu qu'on avait entraîné, on a entraîné notre modèle. C'est un peu comme le coureur qui s'est entraîné pendant des mois et qui est prêt pour faire sa course. D'accord ? Donc l'entraînement, c'est toute la phase avant. Et une fois quand il commence sa course, c'est là où on l'utilise. C'est-à-dire qu'il utilise tout son entraînement au moment où il fait sa course. Et donc, quand nous, on joue avec des modèles, des ChatGPT, etc., on joue sur le modèle entraîné. Il a déjà été entraîné. Il ne bouge plus. D'accord ? Il est prêt et il faut que pour pouvoir avoir un nouveau modèle, il faut reprendre l'algo qu'on avait écrit, reprendre des jeux de données et le réentraîner. Ça coûte des millions. C'est pour ça qu'on n'a pas un modèle qui évolue tous les 4 matins. Parce que ça coûte très très cher de pouvoir réaliser, finaliser un modèle, réaliser un entraînement. Donc on a des modèles de différentes natures et ils font tous la même chose finalement, c'est qu'ils prédisent le token, ce qu'on appelle un token, le plus probable, après, selon ce sur quoi ils ont été entraînés. Donc, on a des modèles qui prennent en entrée du texte et ont été entraînés à générer du texte. On a des modèles qui ont été entraînés à prendre du texte en entrée et à générer des pixels. Et on a des modèles qui ont été entraînés à prendre de la voix en entrée et à générer de la voix. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'à chaque fois, ils doivent générer le
étoile, c'est-à-dire le mot pour, par exemple, ou le bout de mot pour un modèle qui génère du texte, le plus probable par rapport à ce qu'il a généré par le passé. En exemple, là, c'est, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais globalement, vous avez, l'animation ne passe pas, donc vous ne le voyez pas, mais je vous laisse imaginer. C'est une phrase qui se construit en disant le chien mange la souris. Et globalement, le modèle, quand il traite, par exemple, si je lui pose la question que mange le chien, le mot le plus probable pour répondre à cette question, pour commencer ma phrase, la réponse, ça va être le. Et puis le deuxième mot le plus probable, sachant que mange le chien et le font partie de mon contexte, eh ben, ça va être le chien. Et le mot le plus probable par la suite, ça va être mange. Et le mot le plus probable par la suite, ça va être souris. Enfin là, puis souris. Et en fait, ce qu'il fait le modèle à chaque fois qu'il génère un mot, il génère une liste de probabilités sur l'ensemble de son vocabulaire en disant bah, ce mot-là est le plus probable. C'est pour ça que quand vous voyez ChatGPT qui vous sort les mots comme ça là, à l'affilée, c'est pas juste un effet de style du X en fait, hein, c'est simplement que le modèle génère comme ça. Et quand il génère une image, il génère de la même façon. Il génère un pixel, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Et quand il génère un son, il fonctionne de la même façon. Il génère un son, puis un son, puis un son, puis un son. Donc ces modèles-là, ils fonctionnent sur la base de la probabilité par rapport à ce qu'ils ont vu par le passé. Ils ne fonctionnent pas sur la base de générer du langage comme nous on le fait, c'est-à-dire on conceptualise une idée et après on pose un langage dessus. Eux, ils ne conceptualisent rien, ils génèrent au fil de l'eau. Donc c'est pour ça que l'aspect causalité et raisonnement est très compliqué à appliquer sur ces modèles-là parce que globalement, ils ne raisonnent pas par eux-mêmes. Ils essayent d'appliquer des schémas qu'ils ont vus à l'entraînement. Entraîner un modèle, c'est aussi le biaiser. Ça, c'est un des éléments que sur lesquels je voulais insister, c'est de se dire que finalement, les créateurs décident de ce qui est bien ou non. D'accord ? Il y a des possibles biais politiques, idéologiques, etc., qui sont introduits dans le modèle. Et donc ça, c'est important de le savoir quand on les utilise. J'accélère un peu. Concept d'agent IA. Donc, on entend parler de ça partout aujourd'hui. Donc, un agent, c'est quoi ? C'est globalement un modèle de langage qui a la capacité de pouvoir interagir avec son environnement. Donc, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un an, globalement, on commençait à avoir ces sujets-là émerger. Le problème des modèles, c'était qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir interagir avec le web, interagir avec des données externes. Et donc, on a entraîné les modèles à pouvoir faire ça, c'est-à-dire à pouvoir détecter le moment où ils pouvaient invoquer un outil qui pouvait être pertinent par rapport à un dictionnaire qui leur a été fourni. Globalement, un agent, c'est ce qu'il fait, c'est un orchestrateur, donc c'est globalement un système qui est capable de pouvoir, sur la base de ce que déclare le LLM de fond, donc on utilise souvent un LLM de raisonnement qui est capable de pouvoir dire, bah, tiens, j'ai besoin, quand on me demande la météo, bah, tiens, j'ai besoin d'aller invoquer, d'aller chercher quelle est la météo sur le web, par exemple. Et du coup, on a un orchestrateur qui va dire, oh, ah, ok, le LLM a dit qu'il fallait que j'aille utiliser cet outil, je vais appeler telle API, par exemple, récupérer les infos, renvoyer le résultat à mon LLM qui va lui pouvoir régénérer une réponse derrière. Et donc, ce système-là de function calling, il a été étendu. Aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir interagir avec des outils externes, notamment avec des protocoles assez communs. Je pense que vous avez entendu parler du MCP. On peut utiliser des bases de connaissances. C'est très utile pour les entreprises, notamment en utilisant un technologie une seconde après. Donc, ces moteurs, finalement, ces agents, ils ont tendance à pouvoir être assez autonomes dans la production d'une réponse selon ce qu'on leur a demandé. La question qui se pose derrière, c'est quel est le degré d'autonomie et finalement quel accès aux fonctions critiques de votre business vous allez pouvoir leur laisser à ces agents-là. Le concept de RAG, il peut être intéressant pour vous aussi dans le cadre de votre entreprise, puisque l'idée, c'est de pouvoir laisser ces technos-là, exploiter vos bases de connaissances, donc faire en sorte que vous puissiez donner vos documents à ces outils et construire des moteurs de réponse dessus plutôt que des moteurs de recherche. C'est-à-dire où quand vous allez une recherche, on connaît tous la recherche par mots-clés qui vous sort une tonne d'articles, et bien là, l'idée, vous avez la capacité de pouvoir construire un moteur de réponse qui est en plus puissant que votre moteur de recherche à la base, puisque la façon dont il cherche dans vos bases de connaissances ne s'appuie plus sur des mots-clés uniquement, mais s'appuie sur une recherche sémantique. C'est ce que ces modèles nous permettent aujourd'hui, d'avoir une approche sémantique. Je vous disais tout à l'heure qu'il prédit le mot le plus probable par rapport au contexte initial. Et bien, ce contexte initial, il le comprend. C'est-à-dire qu'il est capable de pouvoir comprendre les nuances dans votre langage parce que la structure de son algorithme lui permet d'avoir une représentation du langage qui est bien différente que d'une approche simple par mots-clés. Donc, typiquement, le RAG, aujourd'hui, est une approche très utilisée en entreprise pour pouvoir exploiter ces bases de connaissances. IA ouverte ou IA fermée, je pense que vous connaissez un petit peu le sujet. Globalement, c'est la différence entre l'open source et les modèles propriétaires. Il y a des avantages et des inconvénients de chacun des côtés. Quand il s'agit de pouvoir se
préoccupés de sujets relatifs à la souveraineté, souvent, ou à la confidentialité. On va avoir tendance plutôt à s'ouvrir, à aller vers l'open source, mais ça demande des compétences et une structuration au niveau de l'entreprise différente. Ce sur quoi j'arrive. Donc, quelle valeur pour votre entreprise? Concrètement, aujourd'hui, l'IA, on se dit que il y a quelques années, quand l'email est arrivé, on se disait que voilà, aujourd'hui, personne ne peut se passer d'email. On se dit que d'ici quelques années, ça sera pareil pour l'IA. Globalement, aujourd'hui, les axes sur lesquels on sait que ça va nous aider, c'est sur l'automatisation. Nouvelle techno égale automatisation. Sur l'adaptation, très important en entreprise, pouvoir s'adapter plus vite au vu de la complexité que l'on a, la réglementation, pouvoir trouver de nouveaux leviers de business aussi. C'est un sujet. L'IA nous permet d'accélérer sur la constitution, nous aider en tout cas dans du brainstorming, dans la constitution de business plan, d'interviews, ce genre de choses pour pouvoir tester un nouveau business. Et aussi, clairement, sur l'amélioration de la satisfaction client. Pourquoi? Parce que ces modèles d'IA, ils sont capables de comprendre, en tout cas, de mieux interagir avec le langage. Et nous, avec nos clients, on parle avec du langage, qu'il soit écrit, vocal. Et donc, concrètement, ça nous permet de potentiellement répondre plus, de répondre mieux à nos clients. L'enjeu au niveau de l'entreprise, c'est de pouvoir faire en sorte que ces modèles ils travaillent avec vos données et vos outils. C'est tout le sujet, c'est faire en sorte que c'est cool tout ça, mais comment est-ce que je l'adapte à mon entreprise? Donc, comment est-ce que je lui envoie mes données? Comment est-ce qu'il est conscient de mes processus? Comment est-ce qu'il interagit avec mon SI, avec mon CRM? Tout en faisant en sorte qu'il garantisse la souveraineté de mes données, en tout cas la confidentialité de mes données et de celle de mes clients. Ça, c'est une des problématiques que l'on a tous. Donc, vous avez aujourd'hui tout un panel de possibilités sur le marché avec du coup des chatbots et assistants qui vous permettent de demander tout un tas de trucs un peu de façon ad hoc et un peu déconnecté de votre business. Vous avez des solutions expertes qui, elles, viennent s'intégrer plus dans vos données, qui vous permettent de créer des agents sur place, de pouvoir automatiser une partie de votre relation client, etc. Vous avez ensuite des intégrations natives dans les outils que vous utilisez déjà, qui proposent tous de plus en plus d'IA intégrée. Vous allez sur Shopify, vous pouvez maintenant faire en sorte d'avoir un tunnel de commande automatisé, en tout cas par commande. Je vais arriver à le dire, par langage naturel. Vous avez dans la suite Office tout un tas de fonctions maintenant qui sont dispo. Teams, vous avez toutes les parties, les transcriptions de réunions, etc., etc. Tout ça, c'est intégré dans les outils existants. Donc, ça devient de plus en plus monnaie courante. Et après, quand vous avez aussi maintenant la capacité, bien sûr, de pouvoir construire, de fabriquer vous-même vos propres workflows, vos propres structures d'IA sur la base d'outils qui ont la chance d'avoir des communautés derrière solides afin de pouvoir vous pousser et vous permettre de construire par vous-même. Quand on veut construire par soi-même, il faut avoir en tête que déployer de l'IA, ce n'est pas juste déployer un modèle, d'accord? Là, je vous ai essayé de vous présenter un petit peu la stack de l'IA. Donc, vous voyez que le modèle, il fait partie de ça, mais ce n'est absolument pas tout. Globalement, il faut savoir que vous avez une couche d'infra qui va supporter vos modèles. Vous avez une couche de data, c'est-à-dire les données que vous allez leur fournir pour qu'ils ne racontent pas n'importe quoi et qu'ils racontent des choses qui sont dans le contexte de votre entreprise. Il y a une couche d'orchestration qui va permettre justement, on parlait des agents tout à l'heure, mais c'est de faire en sorte qu'on puisse pinguer tel outil plutôt que tel autre. Il y a un sujet autour de l'application. Comment est-ce que vous l'intégrez dans vos outils métiers? Et enfin, il y a bien sûr le légal qui sous-tend tout ça et qui gère une bonne partie de ce que vous pouvez faire, surtout en Europe. Après, la question que vous allez devoir vous poser, c'est est-ce que j'achète ou est-ce que je fais? D'accord? À quel endroit je vais placer le curseur? Ça, je n'aurai pas la réponse, ça va dépendre de plein de choses. Les bons consultants ils vous diront que ça dépend. Globalement, ça va dépendre de vos compétences techniques internes, ça va dépendre de l'aspect stratégique que vous voulez automatiser, ça dépend de la sensibilité des données à mobiliser, du coût aussi que cela va représenter, et des aspects évidemment réglementaires. Les choix possibles, globalement, c'est là où vous placez le curseur, d'accord? Vous avez la capacité de pouvoir acheter, on va dire, quasiment toute la stack. Quand vous utilisez un ChatGPT, par exemple, ou un Mistral le chat, globalement, vous avez tout est déjà intégré, vous préoccupez de rien. Et puis après, vous avez des outils aujourd'hui qui vous permettent de descendre finalement en usage. Vous pouvez déléguer une partie de votre stack à quelque chose que vous achetez et faire ce qu'il y a au-dessus. D'accord? Donc, vous pouvez descendre comme ça jusqu'à l'infra. On va dire que le cas minimal, c'est vous achetez votre propre B ou votre propre PC dans lequel vous avez des GPU ou que sais-je.
et vous déployez vos modèles dessus, et vous connectez vos applications dessus, et vous faites tout. Et après, le cas extrême autre, c'est j'utilise une solution SaaS telle qu'un outil de chat, par exemple, ou que sais-je, qui me permet de gérer rien et je paye uniquement à la conso. D'accord ? Mais au milieu, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire et se dire que le curseur peut être placé là en fonction de vos besoins. Des exemples de cas d'usage, donc Mistral, on en a parlé, création de contenu marketing, analyse de tendance, assistant de code, par exemple. Zion, qui est une boîte qui vous permet de faire de l'IA conversationnelle pour le service client. Vous avez Dust, qui vous permet, qui est un peu au milieu de la stack que je vous présentais tout à l'heure, qui vous permet d'automatiser la création des agents. Donc, vous avez une histoire de workflow, vous avez une histoire de mise à disposition de vos bases de connaissances. Vous pouvez connecter ça à des outils externes, un peu à l'image aussi de N8N. Pas dans le même sujet, mais dans l'idée. Et puis après, vous avez des outils, comme je disais tout à l'heure, GinFace, sur lesquels vous avez une tonne de modèles open source. Vous avez LangChain, qui est un framework qui est largement utilisé dans le domaine du développement. Vous avez Scaleway, qui vous permet d'héberger vos solutions et de faire, imaginer des transcriptions d'appels vocaux, de réunions que vous auriez fait vous-même, par exemple, automatisation de résumés, classification, évaluation, tout un tas de choses qu'on peut imaginer avec ces modèles qui sont disponibles. Question, c'est par où commencer? Et du coup, le conseil, ça serait de choisir une tâche déjà simple à déléguer, comprendre à automatiser dans vos processus actuels, de structurer et de rendre accessibles les données qui sont nécessaires à réaliser ce processus-là. C'est un travail qui est très important, ça, de travailler sur la donnée. Je vous rappelle qu'on travaille avec des modèles qui traitent de la donnée, donc il faut que la donnée soit propre pour que ça puisse bien fonctionner. Et après, commencer à expérimenter avec des outils publics. Voilà. Ça serait un peu le cookbook du démarrage. Tout en n'oubliant pas de garder le contrôle. C'est-à-dire que la définition claire des objectifs, surveillance et suivi des actions, sélection des outils appropriés, les aspects légaux, ça reste des sujets qui sont hyper importants. L'enjeu pour vous, c'est de faire en sorte de pouvoir déléguer, automatiser une partie de vos processus, mais de garder le contrôle sur ce qui est fait. D'accord ? On est sur des systèmes qui ne sont évidemment pas, qui restent des systèmes probabilistiques, et on a beaucoup de surprises parfois avec ces choses-là. Donc, il faut bien les encadrer pour ne pas avoir des risques pour votre entreprise et pour vos données. Du coup, ce que vous va pouvoir vous présenter un peu plus en détail, Romain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierrick. Donc, nous allons enchaîner donc, sur la partie plutôt légale et de la réglementation. Donc, en effet, comme Pierrick vous a présenté, l'IA est une technologie relativement récente dans son utilisation qui est faite aujourd'hui massivement. La réglementation, du coup, l'est tout aussi, et elle est en constante évolution. En revanche, par contre, les impacts et surtout les sanctions et contraintes qu'elle impose sont non négligeables pour une entreprise et ont un coût assez conséquent si jamais elles ne sont pas respectées. Donc, les principales réglementations que l'on peut retrouver lorsque l'on va utiliser des systèmes qui implémentent de l'intelligence artificielle sont tout d'abord la RGPD, que vous connaissez sûrement. Donc, cette réglementation va encadrer tout ce qui touche aux données personnelles, que ce soit celles de vos salariés, de vos clients ou même de vos prospects. De plus, elle intègre aussi le droit à l'oubli, qui permet à chaque utilisateur de pouvoir demander le retrait des données le concernant dans l'entreprise. Donc, cela concerne aussi bien les données utilisées en tant que telles que celles utilisées pour l'entraînement du modèle. La RGPD va aussi imposer aux organisations une transparence, de par l'obligation d'informer clairement à ses utilisateurs ce qu'elle va collecter, pourquoi elle le fait, pendant combien de temps et avec qui celles-ci seront partagées. Cela, par exemple, s'est illustré avec l'organisation Firefox, qui a récemment retiré l'accès public à ses datasets d'entraînement de modèles, car elle ne pouvait pas garantir le droit à l'oubli et la transparence des organisations avec lesquelles elle partageait ses données à ses utilisateurs qui étaient inclus dans ces datasets. Une donnée collectée ne l'est donc que si elle est strictement nécessaire et à une finalité précise. La RGPD impose aussi une réglementation au niveau de la sécurité des données collectées, donc via notamment le chiffrement, des restrictions d'accès, des gestions d'incidents et une documentation des risques. Si on veut résumer, si jamais votre IA va toucher du coup à des données personnelles de près ou de loin, alors celle-ci tombe sous le joug de la RGPD et doit la respecter. Une autre réglementation importante qui a été adoptée récemment par l'Union européenne en 2024 pour être précis est l'IA Act. Vu qu'elle est assez récente, je vous propose un petit sondage afin de voir si vous connaissez ou
ou pas, enfin, pour voir le niveau de connaissance de tout le monde au niveau de cette réglementation. Donc je vous le partage, puis ça permettra de souffler aussi un peu avec toutes les informations que Pierrick vous a déjà présentées. J'ai l'impression que tout le monde... Ah, je vais laisser encore 1 minute pour le sondage. On va garder encore 1 minute. Bon, on va clôturer du coup ce sondage. Donc, on peut voir qu'une majorité, du coup, ne connaissent pas vraiment cette réglementation ou alors juste de nom. Donc, l'IA Act, à quoi ça correspond? Donc, l'IA Act vient en fait tout simplement responsabiliser tous ceux qui vont utiliser de près ou de loin les systèmes d'intelligence artificielle, aussi bien ceux qui conçoivent, ceux qui vendent ou ceux qui les utilisent. Donc, il identifie donc plusieurs niveaux de risque et impose du coup différentes règles de protection, de qualité, de traçabilité par rapport à ces différents risques. Ce qui peut d'ailleurs amener à devoir imposer une supervision humaine dans le cas de tâches critiques. Si, au niveau au niveau des différentes catégories, donc l'IA Act va diviser les différentes catégories des systèmes IA en 4 catégories majeures. Donc les risques interdits ou inacceptables. Donc ce sont tous les systèmes qui vont manipuler du coup, notamment ce qui va être du social, de la reconnaissance biométrique en temps réel, qui va porter gravement atteinte aux libertés. Une autre catégorie sont les systèmes à haut risque, donc tout ce qui va toucher donc au recrutement, à la crédit, à la santé, à l'éducation, à la gestion RH. Donc ce seront ces systèmes en particulier qui devront être supervisés par un humain, notamment pour la décision finale. Les systèmes à risque limité, donc les chatbots du coup d'IA générative, les assistants et outils décisionnels. Et enfin les systèmes à risque faible, tous les systèmes en fait, d'IA purement d'assistance ou créatifs qui n'ont aucun impact décisionnel fort du coup dans la réponse finale. Donc chacun de ces systèmes a des obligations différentes qui sont plus ou moins restrictives. L'IA Act va par ailleurs du coup devenir un passage obligé pour toutes les entreprises. Comme je l'ai dit, donc elle touche tous les aspects, aussi bien au niveau de la conception que de l'exploitation. Et elle est importante car elle va permettre aux utilisateurs de pouvoir répondre à leurs questions donc, sur les systèmes d'intelligence artificielle, notamment qui est responsable du contenu lorsque celui-ci est généré par l'IA. Ou alors comment garantir que mon IA que j'utilise du coup est fiable, non biaisé et traçable. En plus des différentes réglementations, donc il existe de nombreuses chartes, scores et normes RSE qui gravitent autour de l'intelligence artificielle. Donc, comme par exemple la charte, pardon, voilà la diapo, comme la charte de l'IA responsable de l'INR ou la charte de l'INCP qui pareil s'inscrit dans tout ce qui va être IA frugale et responsabilisation du coup de son utilisation. Celle-ci s'inscrit généralement dans une démarche RSE et vise à conjuguer l'IA avec les enjeux actuels environnementaux et sociaux. Je vais, pour rentrer un peu plus dans les détails de ce que peuvent contenir du coup ces chartes,
vous parler donc de celle de l'INR. Donc pourquoi celle-ci et pas par exemple celle de l'INSP? Tout simplement parce que FreePro appartient au collectif de l'INR et a participé à la création d'un MOOC qui vise à sensibiliser et à former sur cette charte. Donc, la charte de l'IA responsable de l'INR vient poser un cadre afin de guider les organisations vers une utilisation éthique, sobre et maîtrisée de l'intelligence artificielle. Donc, elle s'articule sur les 4 grands points que vous pouvez voir sur cette slide. Pour détailler un peu ces différents points, donc nous avons en premier donc, la sobriété numérique. Donc, le but, c'est vraiment de venir dimensionner, d'optimiser l'utilisation des systèmes IA afin d'anticiper les coûts et la future réglementation, ainsi que d'optimiser les ressources et les infrastructures à utiliser. Pourquoi c'est important cette anticipation? C'est un chiffre, par exemple, qui va bien illustrer ça. En France, aujourd'hui, donc 10% de l'énergie produite part dans les services numériques et dans ces 10%, 46% vont partir dans les data centers qui alimentent les intelligences artificielles. De plus, donc la RTE, donc qui s'occupe de la gestion du parc électrique, prévoit un triplement justement de la consommation électrique de ces data centers d'ici 2030. Donc l'impact sera vraiment non négligeable, encore plus qu'aujourd'hui, donc sur l'électricité et sur l'environnement en global. Donc il est vraiment important de pouvoir anticiper du coup ces risques-là et d'optimiser. Un deuxième pilier concerne donc l'éthique, avec la non-discrimination par de la réduction du coup des biais liés à l'intelligence artificielle, aussi bien sur le type de données utilisées pour l'entraîner ou l'interroger, que le but dans lequel celle-ci est déployée. Donc, comme vous pouvez voir, soit dans le cas d'un déploiement, si celle-ci va devenir un risque inacceptable ou non, ou tout simplement des biais, comme par exemple, au début de l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour de la reconnaissance faciale, certains modèles ne pouvaient pas reconnaître certains types de populations, de par du coup les données sur lesquelles elles avaient été entraînées. Ça reste toujours un biais assez important, car la plupart des datasets concernent souvent des populations blanches ou souvent mâles ou entre 25 et 40 ans. Donc on a vraiment une sous-représentation donc des jeunes, des vieux et de certaines populations. Ce qui peut poser du coup des problèmes, donc notamment pour ces entreprises, ça posait des problèmes d'image et certains problèmes juridiques. Un autre pilier va concerner du coup la confiance vis-à-vis de l'IA. Donc celle-ci va s'obtenir grâce à une transparence sur son utilisation et sur les données du coup utilisées, ainsi qu'une explication des principaux facteurs qui ont conduit du coup à son raisonnement. Ça peut pas, en fait, l'IA ne peut pas rester une simple boîte noire. On ne peut pas forcément l'expliquer entièrement, mais on peut avoir du coup des indices et fournir ces indices à nos utilisateurs afin de pouvoir leur expliquer un peu d'où vient le résultat. Enfin, le dernier pilier va concerner du coup l'utilité et la complémentarité de l'IA avec l'humain. Donc celle-ci ne vient pas en fait remplacer l'humain, mais vient le complémenter dans les tâches et les besoins qui y sont adaptés. Pour rendre du coup ces IA adaptées, cela peut passer tout simplement par une co-conception de ces services et de ces choix avec du coup l'équipe métier. Pour passer, voilà. En ce qui concerne donc les principaux risques justement juridiques qui concernent donc l'IA, donc on en a 4 principaux. Donc tout d'abord les biais de discrimination, comme je viens de l'évoquer plus tôt. Dans le cas où notre modèle va discriminer, elle va tomber donc sous le coup de l'IA Act et de l'RGPD, et cela peut entraîner du coup des sanctions, comme on verra plus tard. La responsabilité du coup des entreprises en cas d'erreur. En effet, donc l'IA n'est pas un expert du coup. On ne peut pas suivre aveuglement du coup ses décisions et les diffuser. Ça a entraîné notamment des problèmes que par exemple avec l'entreprise Air Canada, qui avait laissé à disposition donc un chatbot et l'avait mal encadré. Celui-ci a proposé donc une réduction à un des clients. Cette réduction n'existait pas, mais Air Canada était dans l'obligation du coup de l'appliquer après passage dans les tribunaux. Ce cas-là pas très grave, même si gênant, mais du coup, il y a eu d'autres cas, du coup, cela posait des problèmes beaucoup plus graves. On a aussi, du coup, le problème au niveau de la donnée personnelle, donc notamment par rapport à la RGPD, et la question des droits d'auteur. Donc, en effet, le contexte généré par IA ne peut pas être soumis aux droits d'auteur. En revanche, si ce qui a été généré, du coup, par le modèle
se rapproche ou qui est un peu trop proche du coup d'une image, d'un texte du coup soumis à un droit d'auteur, alors vous pouvez être attaqué en justice pour ça. Donc, comme on l'a dit, donc il y a plusieurs risques du coup au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, et cela peut entraîner donc plusieurs sanctions. Donc, par exemple, pour l'IA Act, il introduit du coup un régime de sanctions allant de 1 à 7% du chiffre d'affaires annuel mondial pour une entreprise ou une amende entre 7,5 et 35 millions d'euros d'amende. Donc, cela concerne notamment donc, l'utilisation d'IA à risque inacceptable ou d'IA au risque sans contrôle et supervision humaine, ainsi que l'absence de documentation ou d'auditabilité. Pour le RGPD, donc les sanctions vont de 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires à 20 millions d'euros à 4% du chiffre d'affaires pour les manquements les plus graves. Autrement dit, donc ce type de sanctions qui, pour ces réglementations qui ont quand même, qui couvrent de manière assez large l'utilisation de l'intelligence artificielle, sont vraiment non négligeables pour une entreprise et peuvent arriver assez rapidement. On ne peut pas juste se dire je vais tester un peu une IA sur tel et tel domaine en utilisant un fichier client et penser que cela ne va pas avoir de conséquences si celui-ci est mal fait. Une deuxième partie du coup des risques qu'il faut aussi bien prendre en compte, c'est l'appétence ou le refus du coup des équipes vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc un chiffre qui montre bien ça, donc c'est le fait que 48% du coup des salariés pensent que leur emploi pourrait disparaître à cause de l'IA. Et dans ces 48%, donc on a donc des utilisateurs récurrents de l'intelligence artificielle, donc ils l'utilisent au quotidien pour des besoins privés ou justement du coup pour leur travail. Et parmi ces utilisateurs du coup qui utilisent régulièrement, donc 57% pensent que l'IA peut être un danger pour leur emploi. C'est vraiment un chiffre non négligeable qui peut paraître des fois un peu paradoxal, mais qui montre bien la peur au sujet de ces services et le fait qu'il est important de devoir les sensibiliser et de venir du coup montrer à ces équipes que l'IA vient vraiment en complémentarité et non pas juste pour les remplacer. Enfin, donc, comme dit un peu avant, donc on a donc de nouveau tout ce qui va être la responsabilité. Donc, je sais que ça répète déjà un peu avec l'autre point, mais c'est vraiment important parce que l'IA peut toucher justement à de la décision, à des secteurs critiques du coup de votre entreprise et en cas d'erreur du coup de celle-ci, ce qui peut arriver parce que l'IA n'est pas omnisciente, et ben l'entreprise est seule responsable dans ce cas-là. Au niveau du coup des solutions qu'on peut trouver justement pour pallier à ces différents risques, donc nous avons donc la souveraineté. Donc en quoi la souveraineté, excusez-moi, intervient? Donc c'est dans le stockage et dans l'utilisation du coup des systèmes IA et des données. En effet, si jamais votre modèle est hébergé ou du coup vous utilisez un provider basé en dehors de l'Union européenne, alors notamment si celui-ci par exemple est aux USA, et ben il peut exister du coup des réglementations qui peuvent compromettre du coup vos données. Comme par exemple le Cloud Out qui vient permettre aux autorités américaines de pouvoir venir récupérer de la donnée chez les fournisseurs basés aux États-Unis, même si celle-ci du coup est hébergée donc en dehors des États-Unis, comme par exemple en Europe, ce qui peut amener à des sanctions de la CNIL par rapport au RGPD. Une autre solution du coup, cette fois-ci concernant le rejet et le refus, donc c'est via de la formation, de la sensibilisation, pour vraiment venir accompagner les équipes dans cette transition de cet outil relativement nouveau et de enlever tout point de friction potentiel, afin d'éviter que cet outil qui est censé venir booster vos performances et amener un gain de temps ne devienne un point de blocage et de friction avec vos équipes. Enfin, donc pour tout ce qui va être de la responsabilité, donc comme dit déjà dans la réglementation de l'IA Act et au niveau des bonnes pratiques, notamment RSE, ça va venir donc limiter la portée de ceci et dans le cas où la portée est à risque ou importante, venir implémenter donc des systèmes de vérification, soit automatiques, soit par validation manuelle ou par supervision par un humain. Donc, comme dit du coup, l'IA est vraiment un outil très très pertinent et très puissant, donc, mais il n'est pas magique. Par exemple, au niveau des gains non négligeables que peut apporter l'IA, donc un rapport de McKinsey ou de l'Institut de l'entreprise prévoit que plus d'un tiers,
environ un tiers des tâches pourront être automatisées d'ici 2030. Ça concerne notamment des tâches répétitives et chronophages sans forte valeur ajoutée. Et un gain du coup de productivité totale du coup de 2,5 à 3% en France. De plus, donc les LLM, donc les outils IA que nous utilisons le plus aujourd'hui, deviennent en fait de plus en plus puissants, efficaces aussi bien de manière énergétique qu'au niveau de la réponse, et le prix par token ne cesse de diminuer. En revanche, donc, qui dit puissance ne veut pas forcément dire du coup performance ou vérité absolue au niveau de la réponse. Et les nouvelles générations, qui sont plus performantes, ont tendance aussi à devoir consommer donc un plus grand nombre de tokens, de par du coup le fait que ce sont des modèles de raisonnement qui vont utiliser ces tokens supplémentaires pour venir améliorer la réponse avant de fournir la réponse finale, ce qui augmente du coup grandement le coût et qui du coup fait que le modèle coûte souvent plus cher que pour les générations précédentes. Mais bon, à part du coup tous ces risques et tous ces enjeux, quels peuvent être aussi l'intérêt de pousser un peu plus loin du coup, l'utilisation de l'IA, notamment, par rapport à un contexte environnemental, si ce n'est par simple acquis de conscience? Donc tout d'abord, il existe donc des certifications, comme la certification ISO 42001 qui, vient donc du coup s'adresser à, toute entreprise du coup utilisant de l'IA et n'est pas forcément une certification très technique, mais vient donner les bonnes pratiques pour venir, déployer et utiliser ces systèmes. Nous avons aussi donc tout ce qui est, réduction et optimisation donc, au niveau du cycle de vie et de nouveaux marchés ou du coup le fait de garder des marchés, comme par exemple ce public avec la loi notamment, du coup, climat et résilience qui, à partir de août 2022, va imposer pour les contrats publics, l'utilisation l'intégration d'au moins une composante importante, environnementale de la RSE. Donc, si on rentre un peu plus dans la partie concrète pour les limites et l'IA, donc ça, on va venir un peu, reparler de ce qui a été dit au début. Donc il existe donc différents, types d'IA, comme, Pierrick vous a présenté. Chacun du coup, de ces types est adapté à un besoin et vise à atteindre, une performance et à être manipulé sur une donnée précise. Une des questions aussi à se poser lorsqu'on va utiliser ce genre de système, c'est si celui-ci est nécessaire pour le projet. Est-ce qu'il n'y a pas donc d'autres alternatives qui pourraient remplir du coup ce cas-là? Donc ça peut être donc des systèmes IA, plus simples. Au lieu d'utiliser du LLM, revenir du coup à du machine learning ou à des modèles statistiques ou d'autres techniques du coup, plus spécialisées qui sont certes moins versatiles, mais qui peuvent, répondre aux besoins si celui-ci est précis. Il y a aussi donc toute la question donc de la donnée. Celle-ci est privée, si celle-ci du coup est critique par rapport à l'entreprise. Ça va permettre de se poser les questions de l'hébergement. Parce que j'ai une obligation du coup de l'héberger en local, de l'héberger chez un provider souverain européen, ou je peux l'héberger du coup partout dans le monde et ainsi faire jouer la concurrence ou réduire les coûts. On a aussi du coup toute la question au niveau de la robustesse. Quels sont les outils que j'ai mis en place pour venir surveiller et éviter tout débordement de mon système? Quels sont du coup les performances que j'attends, les systèmes venant évaluer du coup ces performances et aussi bien lors de la phase de création que lors de la phase d'exploitation, afin d'éviter qu'en cas d'erreur, cette erreur du coup reste trop longtemps, en production et vienne venir impacter l'image et la rentabilité de l'entreprise. Lorsqu'on parle du coup donc de ces limites par rapport aux IA, donc comme dit plus tôt, donc chaque type vient pour un besoin. Donc les LLM vont venir plutôt, traiter, tout ce qui va être du texte non trivial. Donc, les LLM, machine learning vont plutôt venir faire, pour de la classification de la régression, donc sur, des données, numériques discrètes ou continues avec des relations aussi non triviales. Les modèles non supervisés donc, vont venir eux plutôt pour, ce qui va être de la relation du coup la détection de relations ou de patterns au sein de données. Les modèles statistiques vont être lorsque il existe du coup des relations plus ou moins triviales à l'intérieur de celles-ci. Et enfin les algorithmes basiques, type traitement du langage naturel pour, par exemple, détection de sentiments à l'intérieur de phrases, détection de patterns aussi à l'intérieur de paragraphes, de mots, de transcriptions. Il existe aussi donc une limite énergétique. Donc comme on a vu, donc, les ressources sont limitées et les coûts en ressources pour les modèles sont en constante augmentation. Ainsi,
faut aussi prendre en compte donc le coût pour l'hébergement, les API, les services en fonction du coût de notre donnée, comme on a vu. Donc, il existe plusieurs méthodes donc, pour toutes ces différentes limites. Donc, notamment, si on veut venir du coup personnaliser un peu notre cas d'usage, donc on a des méthodes pour venir personnaliser notre modèle, soit par un entraînement complet, du fine-tuning ou de l'enrichissement de contexte comme du MCP ou du RAG. On a aussi du coup à prendre en compte les données, donc je viendrai développer un peu plus tard, mais les données sont vraiment importantes. Celles-ci peuvent aussi venir limiter en plus du coût. En effet, donc chacun des systèmes d'amélioration ou venant du coup améliorer notre système consomme du coup de la donnée. Donc celle-ci doit être prise en compte lors du choix. Donc, nous avons donc différentes solutions, donc comme je l'ai dit plus tôt. Donc au niveau de l'enrichissement du contexte, donc nous avons par exemple donc, le RAG ou le MCP. Donc celles-ci vont venir donc utiliser des données ou services qui sont déjà présents donc, au sein de notre entreprise pour venir améliorer et encadrer du coup notre IA. Nous avons aussi donc lorsque l'on souhaite rendre notre modèle donc plus frugal, du coup cela peut passer soit par du coup l'utilisation de type d'IA, donc moins consommatrice en énergie, ou alors du coup, dans la même catégorie, donc il existe différents types de modèles plus petits qui peuvent aussi répondre à nos questions. Donc ça va vraiment dépendre de nos métriques et de notre besoin. Donc, je speed un peu parce qu'on n'a vraiment pas trop le temps. Donc au niveau des bonnes pratiques, donc qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'on souhaite? Donc Pierrick vous en a parlé un peu, mais ça va vraiment être d'identifier du coup les différentes tâches, d'évaluer la criticité au niveau des données pour savoir si on peut le faire ou pas. Ça va aussi nous déterminer donc, le coût et le choix pour le déploiement, identifier les différentes métriques, notre modèle, du coup, le bon type du coup d'IA à venir déployer. Comment celui-ci doit être déployé, et cetera. Toute la chaîne d'amélioration aussi bien lors de l'entraînement que lors de l'évaluation. Voilà. Après tout ce speed un petit peu, je suis désolé, vraiment le temps nous rattrape. Voici du coup nous avions du coup une synthèse, au niveau de ce qu'il faut retenir, voilà, au niveau de l'intelligence artificielle. Donc quels sont les champs d'action, quelles sont les données qu'on peut utiliser, comment on peut évaluer nos résultats, qui est responsable, quel impact en cas d'erreur, la pertinence de celle-ci, la frugalité et enfin l'adoption pour les équipes. Je vous remercie, ça a été un peu speed à la fin, j'en suis désolé, mais vraiment le temps nous a rattrapés, on avait un peu plus de données à vous présenter qu'anticipé. Merci à toi, merci à vous deux. C'est vrai que le format webinaire voilà, impose un timing et puis je sais que nos auditeurs aussi ont timé aussi, du coup ils ont leur organisation de la journée qui est faite en fonction de ça. Donc il nous reste quand même quelques minutes pour prendre vos questions. N'hésitez pas, allez-y, commencez à taper dans le chat. Je regarderai votre replay au début. Aurions-nous une copie des slides? Bah, tiens, ça me permet de rappeler avant que les plus pressés partent que vous pouvez laisser votre email, Pierrick et Romain, pour Ouais, pouvoir on va recevoir. laisser votre mail pour que vous puissiez nous contacter. Vous nous envoyez un petit mail sur nos adresses et on vous enverra le support, si ça vous va. Ouais, si vous avez des questions, c'est maintenant. Vous pouvez les poser dans le chat. Pour l'instant, on ne va pas. C'est soit que c'était clair, soit qu'ils prennent le temps d'écrire des longues questions. Je crois que c'est bon. Alors, Frédéric qui vous transmet ses coordonnées aussi. Un replay est-il prévu? Oui, le replay vidéo, il vous sera envoyé automatiquement par Webikeo. Vous allez recevoir un email dans la foulée. Là. Et sinon, vous revenez sur le même lien. Celui pour le voir en live, c'est le même lien et vous cliquez sur Play pour le voir en replay. Alors, on a une question d'Émilie. Existe-t-il un modèle d'IA agentique qui pourrait venir en support d'un service administratif d'une PME de base? Un peu dans les solutions, dans l'inventaire des solutions que je vous montrais tout à l'heure, vous avez
des compagnies comme Dust, par exemple, qui vous proposent, qui sont assez larges, qui vous proposent de créer vous-même vos propres agents avec vos propres données. Donc, vous avez les moyens de pouvoir le construire vous-même. Je vous invite à regarder aussi N8N. Alors là, pour le coup, c'est pas français, mais en tout cas, c'est un orchestrateur c'est un système qui vous permet de créer vos propres workflows, d'interagir avec vos propres outils aussi. Il y a des connecteurs qui sont très variés et nombreux, donc je pense que vous avez la capacité de pouvoir faire quand même pas mal de choses. Et enfin, sinon, vous avez des boîtes qui sont spécialisées dans ces verticales-là, sur le légal, enfin sur les aspects, on va dire, administratifs de l'entreprise, donc toute la gestion des contrats, donc la contratech, les documents relatifs aux aspects administratifs, qui, elles, vous proposeront des formats vraiment dédiés et des paiements, des abonnements, ce genre de choses. Il y aura plusieurs modes d'abonnement suivant si vous hébergez vos données vous-même ou pas. Je pourrais vous envoyer, je n'ai pas le nom là en tête, mais si vous me laissez vos coordonnées, je pourrais peut-être vous retrouver ce à quoi je fais référence plus précisément. Ok, pas d'autres questions. Juste rajouter un petit mot, vous parliez du Lab IA de FreePro. Donc, il faut savoir que le siège de FreePro national est à Marseille. Et on a eu la chance de visiter leur Lab IA. Je sais que de temps en temps, vous proposez des visites aussi pour vos clients. Donc voilà, si vous êtes de passage près de Marseille, n'hésitez pas à nous contacter ou contacter FreePro, ce sera plus direct, pour faire une visite de ce lab qui vaut le détour. Bah, écoutez, comme il n'y a pas de questions supplémentaires, on va s'arrêter là. On reste à votre dispo donc avec les contacts que vous avez dans le chat. Et puis, je vous invite à... C'était notre dernier webinaire de l'année à l'IRCE. On a une chaîne IRCE sur Webico où vous retrouvez plein de sujets, pas que numérique, mais aussi numérique si ça vous intéresse, mais aussi sur la stratégie d'entreprise, stratégie RH, financement, de développement. Et en attendant, on vous prépare une programmation 2026 bien riche aussi. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et merci encore Romain Pierric. À la prochaine. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Bonne fête de fin d'année. Bonne journée.